Votre engagement et pour votre patriotisme ainsi que pour l'accompagnement que vous avez bien voulu manifester lors du déroulement des examens de fin d'année. Soyez-en remerciés. Ensuite, nous allons ensemble, peut-être qu'il y aura partagé avec vous les résultats des examens du diplôme d'études fondamentales et du baccalauréat. À ce sujet, si vous avez des commentaires, parce que vous étiez vous-même acteur, c'est vous qui avez assuré et les surveillances et les corrections, nous allons échanger sur ces questions également. Et en troisième point, il y a les préparatifs pour la rentrée scolaire 2021-2022 et la situation des enseignants et la nécessité de nous accompagner dans la recherche de solutions pérennes afin de sauver l'année pour que nous puissions passer une année scolaire 2021-2022 paisible dans un espace assaini et pour une école apaisée et performante. Voilà, mesdames et messieurs, chers syndicalistes, chers collaborateurs, chers amis de la presse, l'objet de notre rencontre de cet après-midi. Donc, le Ségal va vous présenter les résultats des examens. S'il y a des commentaires à ce sujet, on les fera. S'il y a des pistes d'amélioration que vous voulez proposer, bienvenue. Et nous attendons également vos observations, vos propositions et suggestions par rapport à la prochaine rentrée scolaire dont la date a été fixée pour le 1er novembre 2021. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que un programme présidentiel, en l'occurrence la réhabilitation de certaines salles de classe, a été entreprise plutôt sur, en tout cas, l'injonction ou même les instructions du président de la transition, qui, après avoir constaté, vous l'avez vu également les images sur les réseaux sociaux, que les enfants travaillent sous l'eau, parce que cette année, nous avons eu quand même une année scolaire plus longue, qui a fait qu'au mois de juillet, les élèves étaient encore en classe et ils étaient dans l'eau. C'était même pas les pieds dans l'eau, mais c'était les têtes dans l'eau. Donc, ces images nous ont interpellés et il nous a instruit d'entreprendre, en tout cas à coût de milliards, la réhabilitation de certaines salles. Que ne fut notre surprise lorsque nous sommes rendus dans ces établissements de voir qu'il y avait tout simplement une situation dramatique. Une situation dramatique. Des écoles ont été construites à Bamako. Je ne dis pas ailleurs, à Bamako, depuis 1951, depuis 1962, et ces écoles n'ont bénéficié d'aucune réparation, d'aucune réhabilitation, pour vous dire tout simplement qu'il n'y avait même pas d'entretien. Vous êtes les enseignants, nous sommes le département, nous sommes tous interpellés. Même si, comme vous le savez aussi, l'école est gérée en mode déconcentré. Il y a une grande part, n'est-ce pas, des collectivités là-dedans, parce que c'est les collectivités qui assurent la tutelle administrative, n'est-ce pas, de l'école. Malheureusement, nous sommes devant cette situation et pour soulager les uns et les autres, notamment toute l'administration scolaire, les directions, les enseignants, les enfants qui se trouvent dans ces conditions, il a fallu entreprendre en tout cas ces travaux de réhabilitation pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, un climat et un environnement adéquat. Parce qu'on ne peut pas apprendre dans ces conditions-là. Bon, je vous fais économie de tout ce qu'on a remarqué, on a vécu, mais nous sommes dans ça et nous pensons pouvoir arriver à bout, en tout cas, des chantiers entrepris d'ici le 1er novembre. Ensuite, il y a les orientations. Chaque année, comme vous le constatez vous-même, vous avez eu à le constater, la rentrée scolaire a lieu et bien plus longtemps, c'est en ce moment que les dixièmes peuvent commencer les cours à cause du retard pris dans les orientations. Même si nous n'allons pas arriver, en tout cas, aujourd'hui d'ailleurs, on a eu l'assurance que, Inch'Allah, si tout va bien,
tout le monde reprendra le 1er novembre. Même s'il y a du retard, ça ne peut être qu'un retard de une ou 2 semaines, pas plus long que ça. Donc, il y a cet aspect aussi qu'il faut gérer. Il y a aussi le climat social. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains de vos collègues qui sont en grève depuis un certain temps et qui affirment ne pas être là pour la rentrée scolaire. C'est pour aussi donner le temps aux 2 parties, au gouvernement et aux enseignants en grève, de pouvoir, en tout cas, revenir à la table de négociation, trouver un terrain d'entente pour que nous puissions avoir une rentrée inclusive. Il y a tous ces facteurs qui ont fait qu'on a reporté la rentrée de quelques semaines. D'aucuns disaient 1 mois, mais ce n'est pas 1 mois parce que la rentrée était prévue pour le 18 octobre et nous l'avons repoussée au 1er novembre, juste pour pouvoir gérer, lever ces écueils-là et pour que tout le monde soit là le jour de la rentrée et que ce soit une rentrée inclusive dans un climat social apaisé. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons reculé la date de la rentrée pour le 1er novembre. Donc, mesdames et messieurs, voilà les quelques mots d'introduction que j'ai à faire au sujet de l'objet de la rencontre. Et j'espère que de nos échanges, vraiment, il en sortira des propositions et des suggestions pour le bonheur qui peuvent nous permettre d'avancer. Je vous remercie pour votre aimable attention. Difficile pour nous tous. Il fallait coûte que coûte réaliser les examens pour ne pas décevoir les attentes des parents d'élèves et des élèves. Et en même temps, nous avions nos enseignants qui ne voulaient pas nous accompagner. Vous avez répondu présent et vous nous avez accompagnés de la plus belle des manières, même si quelquefois il y a des petites difficultés que nous avons rapidement résolues avec vous. Et donc, encore une fois, soyez remerciés au nom de l'ensemble du peuple. Donc, nous avons tenu les examens. On les a terminés pour les DF et les BAC et nous sommes en train de finaliser les CAP, les BT1, les BT2 et les examens des IFM. Pour le DF, nous avons reçu des résultats acceptables qui valaient mieux que les résultats des années précédentes. Dans un contexte où les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions d'ailleurs. Et c'était l'une des premières fois où on a eu des examens bien organisés. Et vous avez fait preuve vraiment de responsabilité. Pour le DEF, donc, je disais, on a eu 68,67% de réussite globalement. Or, en 2020, nous avions 64,37%. Donc, le résultat est très acceptable. Et pour le bac, nous avons un taux de réussite de 39,16% contre 21,56% en 2020, donc l'année dernière. Et pour le bac professionnel dans le lycée de Sanga, nous avons un taux de réussite de 76,56%. Donc là aussi, les résultats sont fort encourageants. Et ils sont le résultat de votre responsabilité et de votre engagement auprès de nous. Maintenant, pour les autres examens, les résultats apparaîtront bientôt. Au moment opportun aussi, on va vous tenir informé de ce que ça dit. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers l'ouverture de l'année 2021-2022. Nos enseignants n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Et nous pensons que si on se met ensemble, on va pouvoir trouver des solutions. Et l'intérêt de la réunion même, c'est que comment vous pensez qu'on peut réussir la rentrée scolaire 2021-2022 dans le contexte actuel qu'on voit? Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous avez des solutions? Pour les examens, ce n'était pas trop difficile. C'était gérable. Mais pour l'année scolaire à venir, est-ce que la rentrée peut se faire autrement que avec la présence de tous les enseignants? Donc voilà un peu peut-être les questionnements qu'on peut faire. Avec votre permission, Madame la Ministre, on va donc ouvrir les débats. Très sincèrement, je tiens d'abord à vous remercier pour
rencontrer les différents acteurs de l'éducation dans des contextes aussi difficiles que ça, pour pouvoir prendre les initiatives de tout un chacun pour le prendre le déroulement de la réouverture des écoles. Je vous en remercie. Donc, Madame, avant de donner quelques suggestions, le soulèvement par ma voix et l'ensemble des anciens des écoles privées sont un peu mécontents, car nous avons crié sur tous les toits devant le peuple malien. Nous étions là, on a répondu oui à l'organisation des examens, mais nous avons constaté que plusieurs associations et même syndicats ont reçu des lettres de remerciement venant d'eux. En aucun cas, le soulèvement n'a reçu une lettre de remerciement. Ça, c'était comme si on nous avait ignoré au moment des remerciements. Alors que nous avons cautionné des injures, des mépris, souvent même des menaces. Et puis, ça nous a permis aussi de bien comprendre les difficultés que vit ce pays. Mais malgré tout cela, nous avons tenu à vous accompagner. Une simple lettre de remerciement de votre part était la moindre des choses pour nous remercier. Pour la rentrée des classes, pour une rentrée apaisée, il faut mettre les différents syndicats dans leurs droits, ceux du privé et ceux du public. Madame, vous avez le pouvoir d'ouvrir et fermer les écoles. Il est temps d'utiliser ces mêmes pouvoirs pour pouvoir faire respecter les règles aux promoteurs et les lois. Ça, c'est un autre point. L'assainissement des écoles ne doit pas se limiter à la rentrée et aux vacances. Ça doit continuer. Nous avons besoin des inspecteurs de travail au niveau des écoles privées. Nous avons besoin aussi que les enseignants qui travaillent dans ces différents secteurs puissent avoir leur garantie sociale qui est bien caisse et non. Madame, j'ai eu la chance aujourd'hui d'être parmi vous. Car il y a une question qui est dans ma tête depuis longtemps. Lors de notre première rencontre, je n'ai pas eu le temps de m'exprimer de ça. Madame, où en sommes-nous avec le cahier des charges des écoles? Madame, les taux d'horaire concernant les anciens qui sont au niveau du fondamental 2 et au niveau secondaire. Madame le ministre, très sincèrement, face à votre dévouement, face à votre courage, je sais que vous pouvez changer des choses au niveau de l'éducation. Il est grand temps aussi d'arrêter d'utiliser les anciens des écoles privées pour sauver la vie. Nous avons besoin d'une considération du peuple. Nous avons besoin d'être traités comme tous les autres travailleurs de ce pays. C'était juste ces mots que j'avais à dire. Merci. Étant, d'abord, les examens, les résultats. Ce n'est pas seulement au crédit des enseignants du public. Nous les partageons avec nos camarades du public. L'année était une année normale. Ils ont travaillé aussi. C'est un résultat qui appartient à tous les enseignants et tous les enseignants doivent être fiers de ça. Ce n'est pas seulement les enseignants du public. Loin de là. Le résultat, vous l'avez dit, l'année était normale. Donc il va s'entendre que le résultat soit différent des autres années. Maintenant, par rapport à la rentrée, nous faisons partie des syndicats qui ont dit, qui a dit qu'il faut que tous les enseignants retrouvent les chez nous. Nous avons dit, dans cette même salle, autour de cette même table, il faut que vous trouviez les moyens pour mettre nos camarades dans leur droit. L'article n'est pas une revendication de droit, c'est ça. C'est juste l'application des lois. Et nous souhaitons de tout cœur que ce Touïboui a terminé. À notre crédit, nous souhaitons que ça finisse. La rentrée est pratiquement impossible sans les camarades.
Donc nous n'avons pas une solution miracle. Il ne faut pas se cacher la tête. On ne peut pas. Et les privés vont rentrer. Ils peuvent continuer à étudier, mais il n'y a pas un bac privé, il n'y a pas un DEF privé. On peut continuer à laisser les privés rentrer. Mais quand les camarades restent à la maison, comme vous l'avez dit, moi j'avais même pensé que le report de l'année doit être consacré uniquement à rechercher une solution pour les camarades. Même pas les enfants qui vivent dans le disons qui étudient dans le Le plus important, c'est de trouver quelqu'un qui va les entretenir dans l'eau aussi. Ici, il n'y en a pas. Il y a un autre problème. Donc la rentrée, nous prions. En tout cas, nous avons dit que ce sont nos camarades, nous sommes sortis des mêmes écoles. Nous avons les mêmes diplômes. Nous enseignons les mêmes enfants du même pays. Donc on ne se sent pas à l'aise. Kamuriba Keita du SCPC, secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles privées communautaires de l'enseignement fondamental. D'abord, je viens à l'année scolaire écoulée, au résultat des examens. Merci beaucoup. Bien, oui. Bien, je viens aux examens. Bien, c'est bien bon, c'est bien beau d'écouter, d'entendre que les examens se sont bien déroulés, que les résultats ont été satisfaisants. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais il y a des problèmes de fond qu'il faut réellement trouver la solution. Il s'agit des fuites de sujets exacts. Perturbe réellement les examens. Et ça fait beaucoup d'années de cela. On n'arrive pas à trouver la solution. Pourquoi, au niveau du système éducatif en République du Mali, on n'arrive pas à mettre fin aux fuites de sujet des examens? On ne donne jamais les résultats des enquêtes. L'année dernière, on a dit que le peuple aura le résultat des fuites. Il n'y en a pas eu. Cette année, il y a eu des fuites, même si les fuites ont été construites très rapidement. Mais il y a eu quand même des fuites de sujets. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas appris de bonnes leçons des fuites de l'année dernière? Ou bien on n'a pas cherché à situer les responsabilités? Accepter cela, nous avons un devoir de former nos enfants. Ça, c'est très important. Donc, il faut réellement le faire. Je voudrais signaler un autre point qui est très saillant, que le département doit prendre en compte. Nous sommes des écoles privées. Nous sommes employés par des promoteurs. Et les promoteurs, ils font souvent 2 années scolaires sans recevoir les subventions. Mais un promoteur qui a un complexe, qui fait 2 années scolaires, qui n'a pas reçu sa subvention, mais il est obligé d'utiliser l'argent du fondamental pour faire fonctionner son lycée. Parce que l'État lui a envoyé des enfants. C'est ce qui se passe. Et en fin de compte, et le professeur qui est au niveau du secondaire, il n'est pas payé. Et celui qui est aussi au fondamental, il n'est pas payé. Donc que l'État prenne les dispositions, qu'à ce niveau, que les engagements soient respectés, que les subventions des promoteurs soient versées réellement à temps, que nous puissions réellement fonctionner. Concernant les enseignants, nous avons eu à écrire à tous les gouvernements, même le gouvernement précédent, le ministre vraiment Ibeka, nous avons écrit au ministre un appui au gouvernement malien par rapport à l'accompagnement des enseignants des écoles privées. Pour une année apaisée, moi j'aurais suggéré, comme les autres prédécesseurs l'ont dit, et je pense que cela est fait, ou ça a été fait, bien c'est en cours, de retrouver nos collègues du public, échanger avec eux
Parce que l'épineuse question, c'est autour de la titre. Et à mon avis, je pense que le gouvernement a pris certaines mesures par rapport à cela. Et donc, moi, je voudrais suggérer à ce que le gouvernement, le public, puisse réfléchir sur l'intérêt commun de la nation, qui est c'est-à-dire la prise en compte des enfants, des élèves. Donc à cela, il faudra réellement mettre chacun un peu dans son vin, qu'on puisse aller vraiment vers une solution apaisée de cette crise-là. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire à cela parce que je ne suis pas la personne à venir indiquer pour ça. Et je vais rebondir maintenant sur le deuxième point concernant la question des enseignants dans le privé. Et donc d'abord, moi j'ai une première proposition. Ma proposition c'est quoi? Parce que on le sait, le public, les enseignants du public et du privé, on est tous formés dans les mêmes écoles. On a tous fait les mêmes universités. Mais malheureusement, on n'a pas les mêmes réalités de travail, on n'a pas les mêmes conditions de vie. Et moi, je veux suggérer à ce qu'on puisse, si c'est possible, créer une direction nationale chargée spécialement de l'enseignement privé au Mali. La création d'une direction nationale seulement pour le privé au Mali. Je pense que quand c'est comme ça, si au cas il y a un problème concernant les enseignants privés, je pense que ça sera un endroit bien indiqué pour se tourner vers cela. Ensuite, deuxième proposition, comme je répondais un peu sur ma camarade Mariam, fixer un taux général horaire acceptable pour toutes les écoles du privé sur l'étendue du territoire national. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, en République du Mali ici, la loi nous dit pour exercer un métier, il y a un SMIC qu'il faut respecter. Et malheureusement, je prends un témoin ici au stade, il y a aujourd'hui certaines écoles, surtout nos camarades arabophones, où les enseignants sont payés, imaginez pour 25 000 francs par mois, en dessous même du SMIC. Et ça perdure. Et donc moi je voudrais souhaiter, et je pense que le gouvernement, les autorités, peut jouer un rôle quand même significatif, étant donné que la plupart des écoles privées sont subventionnées par l'État. Donc pourquoi ne pas fixer un taux horaire significatif de telle sorte à ce que ce travail aussi puisse réellement subvenir aux besoins de ces braves enseignants. Vous n'avez pas reçu les lettres. Cela veut dire que soit il y a eu un mauvais aiguillonnage dans la distribution des lettres, ou bien que le coursier n'a pas fait son travail correctement. Sinon, il n'y a pas un syndicat qui nous a accompagnés et qui soit oublié par rapport au relation. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va chercher la lettre et on va encore vous la renvoyer en ajoutant cette fois-ci nos excuses pour le retard qu'elle aura accusé pour vous parler. Ça marche? Voilà, merci bien de comprendre ça. Et payer aux enseignants leurs droits, madame va en parler. Faire respecter les droits des enseignants, c'est la même chose. Et cahier des charges. Monsieur l'inspecteur général. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au cahier des charges? Bonsoir. Si vous dites qu'il y a eu une appellation, c'est vous qui avez en compte ce cahier de charges. Ça a été revu et corrigé. Ça a été validé, maintenant on attend la validation politique. Donc c'est ça, dans ce niveau-là. Donc ça a été fait. C'est ce que j'avais à dire. Donc vous avez compris qu'il y a de l'espoir et que votre préoccupation est prise en charge. Bientôt il sera validé, sinon c'est déjà élaboré. Et ça a été élaboré avec qui a suivi? Avec les promoteurs. Avec les promoteurs, les syndicats étaient là-bas? Non. À la validation ici, les syndicats ont fait le premier. À la validation, la malade. À l'atelier de suivi, c'était les directeurs des services centraux et les promoteurs. Et pour la validation, à Bamako ici, on a convié, les syndicats ont été conviés. Les syndicats de l'enseignement privé ou bien les syndicats de l'enseignement privé? Les syndicats ont été conviés. Non, c'est pas on n'a pas eu, il y a deux syndicats qui ont été conviés. En tout cas, il y a eu des syndicats qui ont été conviés. Allez, parce qu'à son temps, moi j'étais malade, je n'ai pas participé. Mais quand même, il y a eu des syndicats qui ont été conviés. Mais il y a eu, comment dire, un rappel de la part de certains syndicats qui disent qu'ils n'ont pas été conviés.
crois que franchement, l'expression ignorait les réticences. Ça, je m'excuse de le dire. Voilà, c'est ce que j'avais. Sinon, ce qui est sûr, c'est que la démarche était d'avoir une démarche participative et inclusive qui permettait à l'ensemble des acteurs concernés par le problème de se retrouver et de dégager les différents aspects du cahier de charge. C'était ça l'idée du départ. Mais il peut y avoir qu'effectivement, on n'a pas connaissance de l'existence d'un syndicat ou des syndicats tout de suite. Vous venez de me parler du CILIMA. SILEP. C'est ma première fois d'entendre ça. Alors que ce n'est pas notre première fois d'être ici. C'est pas notre première rencontre. Oui, c'est pas notre première rencontre, mais c'est la première fois d'entendre ce cycle. Ah. Dans les prix, c'est le seul. Ah non, il y en a beaucoup. Nous-mêmes, on n'a pas connaissance. Donc, c'est pour vous dire que ça peut souvent échapper. Si vous n'êtes pas à la rencontre, d'autres syndicats étaient à la rencontre. Du privé. Oui, du privé, oui. Ça. Et peut-être que, si madame le permet, si effectivement vous avez connaissance du contenu du document en question, et si vous avez des idées pertinentes à ajouter qui ne sont pas là-dedans, vous pouvez toujours faire des propositions. On prendra en charge. Parce que ce qu'on recherche, c'est un très bon document qui ne passe pas à côté. Voilà ce qu'on recherche. Donc, cahier des charges, voilà la réponse qu'on vous a donnée. Les résultats sont comment? Oui, tout à fait. Les résultats obtenus aux différents examens, ce n'est pas parce que seulement vous avez surveillé qu'on a eu des bons résultats. C'est parce que les enseignants du public ont travaillé d'arrache-pied pendant un bon bout de temps, jusqu'aux examens. Et c'est au finish, quand il fallait terminer l'enseignement, parce que l'enseignement se termine toujours par une évaluation, qu'ils ont dit non, ils n'évaluent pas. Donc c'est vrai que les résultats sont beaucoup plus pour eux que pour nous qui avons organisé les examens, ça c'est très clair. Souhait de voir tous les enseignants dans leurs droits, ça c'est la solution que vous envisagez, pour que l'État et les enseignants s'entendent, pour qu'ils reviennent à l'école le 1er novembre. C'est bien ça. Là, madame va intervenir aussi, ministre, parce qu'elle a tous les éléments par rapport à cette démarche-là. Je vais vous expliquer ça. Solution aux fuites des examens et des sujets. Vous posez là un problème qui nous revient tous les jours. Hein. Et vous savez quels sont les auteurs? C'est nous tous. C'est nous tous. C'est les enseignants d'abord. Les auteurs de fuites des sujets. Des fraudes dans les centres, c'est d'abord les enseignants, pas quelqu'un d'autre. Donc c'est nous. C'est nous parce que vous dites quand ça va finir, ça ne finira pas tant qu'on a la mentalité du Malien actuel. Beaucoup d'argent que je n'ai pas mérité, et donc il faut tricher. C'est nous les enseignants qui sommes au centre. Dès qu'il y a fuite de sujets, c'est les enseignants. Pourquoi il y a des fuites de sujets? Parce qu'il y a des gens qui vont faire des corrigés. Pourquoi des corrigés? C'est parce que ça revient au candidat. Et dans ce processus, il y a de l'argent qui circule. C'est tout. Donc chacun de nous est interpellé par rapport à ce problème. Le ministère de l'Éducation nationale engage chaque année la réflexion autour de ça. On trouve des solutions, mais il n'y a pas de solution définitive pour l'Europe. La solution définitive, c'est quand l'enseignant comprendra quelle est sa mission, quelle est sa responsabilité dans la formation du jeune malien et quelle est sa responsabilité dans la construction de son pays. Quand on aura compris ça, on va arrêter avec les fuites, les fraudes, et on fera les choses normales. Donc vous voyez que le problème n'est pas si facile que ça. Nous avons attrapé des gens l'année dernière. La justice a fait son travail. Ceux qui sont en prison sont en prison. Cette année, on a attrapé aussi des gens. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus précis que l'année dernière. Parce que dès que vous ouvrez une enveloppe et qu'on a les sujets, on sait quel est le centre à affiché. Et donc les gens ont été appréhendés. Ils ont été mis en prison. Ils ont été jugés et ils restent en prison. Mais on n'a pas besoin d'appeler tout le monde pour leur expliquer ça. Parce que ça n'a pas, pour nous, ça n'a pas tellement d'impact. L'administration scolaire est la plus engagée pour mettre fin au désordre. Et donc, ce n'est pas parce que les gens veulent ou bien ils ne veulent pas que les choses ne se passent pas normalement. Mais dans tous les cas, le problème revient, l'acteur principal et central de tout ça, c'est d'abord l'enseignant.
Et cette année, ce sont des enseignants aussi. À Kolokani, proviseur d'un lycée, président d'un centre à 25 km, se permet d'ouvrir l'enveloppe et de diffuser les signes. Heureusement que quand on a eu le sujet dans la nuit, on sait déjà quel est le centre. Tout de suite, la gendarmerie a appréhendé le monsieur en question et ils ont trouvé que l'enveloppe a été déchirée et les sujets sont dans son téléphone. Et c'était la même nuit aussi à Caille, en Bidéchi, Rive droit. C'était la même chose. Et on a remonté la filière jusqu'à ce qu'on a trouvé aussi à Kati, celui qui gère le site web qui permet de dispatcher les informations par rapport au sujet. À Ségou, c'est la même chose. Les responsables des groupes qui recevaient et qui dispatchaient ont été aussi appréhendés. Donc, pour vous dire que de plus en plus, en relation avec le ministère de l'économie numérique et certains techniciens de la police spécialisée, de plus en plus, on essaie de retrouver les auteurs de tout ça. Et donc, toujours est-il dit que c'est nous d'abord les enseignants qui sommes au cœur de ce scandale. Vous posez le problème de la répartition des enseignants sur le territoire national. C'est un problème réel. Pourquoi ce problème se pose? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'enseignants. On ne recrute pas suffisamment d'enseignants. Et effectivement, les enseignants sont très mal répartis sur le territoire national. Pendant qu'il y en a des doublons, des triplons, si je peux dire comme ça, il y a les 6 classes du village qui n'a que 2 enseignants. Ça, c'est la réalité. Comment corriger? Le ministère de l'Éducation nationale ne recrute pas les enseignants. Il ne les mise pas. Il ne les sanctionne pas. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale. C'est une cogestion dans le cadre de la décentralisation. C'est le ministère de l'administration territoriale qui gère ces aspects. Donc c'est en fait la gestion des enseignants qu'il faut remettre en cause. Et c'est difficile de la remettre en cause parce que les acteurs d'abord n'ont pas la même vision et la même compréhension des problèmes. Et ensuite, nous sommes dans un système irréversible de décentralisation qui ne permet pas de déplacer la gestion vers le ministère de l'Éducation nationale. Donc, pour le moment, c'est des problèmes qui vont prospérer. Ton village n'aura qu'un enseignant pendant que mon village aura 12 enseignants pour 6 cours. Ça va se passer comme ça, en attendant qu'on trouve les meilleures solutions. Paiement à temps des frais scolaires, effectivement, les établissements privés ne rentrent pas toujours dans leurs droits par rapport aux frais scolaires dans les délais. Ça, c'est lié à plusieurs facteurs qu'on est en train de gérer. Madame le ministre, depuis qu'elle est là, en fait, les choses sont allées plus vite. Parce qu'elle est constamment en relation avec le ministère de l'Économie et des Finances pour dire attention, ça va créer tel problème, il faut faire ça, il faut faire ça. Et depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. Parce que quand elle est arrivée, on est d'abord en fin d'année, et donc il y a encore des frais qui ne sont pas payés. Et pour cette année, l'État a payé beaucoup, mais il reste encore quelque chose à payer. Bon, il reste quelque chose à payer, peut-être beaucoup, c'est trop dit, mais il reste quelque chose à payer. Effectivement, l'idée d'intervenir dans la gestion des frais scolaires pour dégager les salaires des enseignants par l'établissement est une très bonne idée qu'on va retenir. Et le problème des salaires aussi, toujours plus bas que le SMIC, est une insulte au travail de chacun. Or, il faut faire respecter la loi. Mais comme vous le savez, nous avons beaucoup de conflits. Nous avons très peu de moyens d'aller les contrôler toutes et de découvrir celles qui sont totalement en porte-à-faux avec la loi. Mais nous travaillons à ce que cela change. Exercer un contrôle soutenu sur les écoles privées, il n'y a que ça pour les ramener sur les droits.
Et c'est nécessaire. Et je pense que toutes les directions techniques sont là, elles ont conscience de cela. Madame le ministre, je pense que voici un peu les problèmes de l'existence. D'accord. D'accord, c'est laborieux. Si les directeurs techniques sont là, oui, M. Maïga. Rapporte. La pratique est à la tête des gens, mais ce sont les collectivités qui ont la responsabilité de la gestion des écoles. Mais par obligation, quand nous recevons des instructions du ministre, nous nous précipitons à faire des choses qui ne sont pas de notre responsabilité. Et il faudrait par courtoisie, avant que nous allions dans une école, que nous demandions la permission aux responsables de la collectivité. Ainsi vont les textes. Mais tellement eux aussi sont dans cette pratique qui les arrange, ils nous laissent faire. Mais dès qu'il s'agit de l'autre aspect de la gestion, ils reprennent en main immédiatement tous ces aspects où il faut faire plaisir à muter quelqu'un parce que c'est le cousin, c'est le... Là, ils sont dans leur prérogative, ils ne lâchent pas. Donc, il faut vraiment que tout le monde comprenne que le processus de décentralisation enclenché doit obliger tout le monde à fonctionner dans un sens. Nous avons l'habitude de dire que tous, enseignants, parents, collectivités, ne viennent à l'éducation que quand il y a des problèmes. Alors que la majorité des problèmes à résoudre relèvent d'autres structures. Et donc je voulais préciser ce point. La direction de l'enseignement technique et professionnel est chargée de la coordination des activités des académies sur le terrain et non des écoles. Et donc ça rend difficile certaines gestions, mais comme ce sont aussi nos enfants qui sont en cause, c'est avec toute la bonne foi que nous nous engageons là-dedans, mais vraiment entendez que ce n'est pas notre responsabilité. Je vous remercie, Madame la Ministre. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Par rapport à la rentrée des classes, mettre les enseignants dans leurs droits. Je vais intervenir un peu, donner quelques explications sur ces aspects et vous dire tout ce qui a été entrepris avec les enseignants, les syndicats de la synergie, signataires du 15 octobre 2016. Je les avais en face ce matin. Si nous avons les mêmes éléments de langage par rapport à vous tous, mais nous avons pensé que par rapport à des préoccupations managériales, il faut vous recevoir différemment. Ce n'est pas pour vous diviser, au contraire. C'est pour qu'il n'y ait pas de confrontations. Pour que les uns et les autres n'aient pas l'occasion de jeter à la figure de l'autre ce qui ne s'explique même pas. Et même là, ce matin, entre certains qu'on estimait être de la même tendance ou de la même mouvance, il y a eu des contradictions, des ratés. Bon, ça enrichit, ce n'est pas du tout grave. Quand nous avons dit que, comme vous l'avez souhaité, qu'on les remercie pour avoir assuré les cours et que l'année scolaire, nous la qualifions de normale, d'autres ont adhéré à cette idée, l'ont même dit que l'année scolaire a été normale parce que eux, ils ont consenti à des sacrifices, ils ont fait des cours accélérés, ils ont raccourci les congés. D'autres ont dit qu'ils sont sidérés parce que pour eux, l'année scolaire a été une des plus mauvaises. Ça, c'est encore les enseignants qui parlent. Ils sont tous des enseignants. Par rapport à la synergie, je vais faire court. Il y a eu quand même beaucoup de tentatives de la part du gouvernement. La première tentative, le lendemain de
la prise de l'ordonnance par le Conseil des ministres, à 10 heures déjà, le Premier ministre les a appelés. Ils ont carrément fermé la porte au dialogue, disent non, et ils ne veulent rien comprendre. Ils remettent tout en cause, et ça, par voie de presse, par les réseaux sociaux. Sinon, en quittant la salle, ils ont dit qu'ils vont en référer à leur base. Et 30 minutes plus tard, la réponse fracassante est venue. Les secrétaires généraux se sont réunis. Ils ont fait une déclaration. Ils ont balancé. Voilà la réponse qu'ils ont eu à donner. Nonobstant ce fait, ils ont posé beaucoup d'actes. Peut-être que mes collaborateurs ne sont pas les bonnes personnes indiquées pour être les témoins ici. Ils ont posé beaucoup d'actes, des actes répréhensibles qui relèvent du crime. On ne peut pas boycotter les examens. Vous êtes aussi des enseignants. Quelqu'un l'a rappelé, on est obligé de dispenser les cours, on est obligé de corriger les examens, on n'a pas le droit de retenir les notes. Le statut particulier des enseignants des collectivités le stipule en ses articles 41, 42 et 43. Ils l'ont fait. Ils sont allés fermer les structures scolaires, déchirer les listes, effacer les numéros, et à certains endroits, ils ont même enlevé les têtes de robinet pour que les gens n'aient pas de l'eau à boire. Ce matin, en face, je leur ai posé la question. J'ai dit, moi je suis syndicaliste, j'ai un peu d'expérience en matière d'éducation ouvrière. On ne peut pas, en tant que syndicaliste, on se doit d'être légaliste. Boycotter des examens, ce n'est pas syndical. S'en prendre à l'administration scolaire, c'est agresser et empêcher à l'autre l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas syndical. Retenir les notes, ce n'est pas syndical. Ce n'est pas la lutte. Ça, c'est une rébellion. Il faut appeler les choses par leur nom. La preuve, il y a des parents d'élèves, du privé aussi, de l'enseignement catholique, qui ont porté plainte et ils ont obtenu une décision qui leur est favorable. On a même condamné les enseignants sous le paiement d'une astreinte des millions par jour de retard de communiquer immédiatement les notes aux différentes directions. Alors, malgré tout ça, on temporise. On a dit il faut temporiser. Personne n'a été poursuivi pour ça. Aucun enseignant n'a été poursuivi pour ça. Ils ont fait des vidéos, ils sont partis dans l'espace scolaire, obstruer toutes les activités, menacer même les enfants, menacer les directeurs. Tout ça, ça s'est passé. Malgré tout, le gouvernement a préféré aller à la table des négociations. Mais le gouvernement s'est buté à un mur. C'est l'article 39 ou rien. Jusqu'au jour où, moi je découvre. Je suis avec la synergie. J'ai toujours été avec la synergie. Nous avons marché ensemble. Nous avons été gazés ensemble. Nous avons géré pas mal de choses. Le jour où on a arrêté les enseignants, j'ai pris un collectif d'avocats en tant que secrétaire général de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali pour défendre leur cause à mes frais. Même pas aux frais de la centrale, à mes propres frais. Et malheureusement, ce jour-là, en ce moment, j'avais plus de moyens qu'aujourd'hui étant ministre. Parce que le ministre n'a rien, le ministre n'est pas payé. Il est payé au rabais. Il était là, c'est le secrétaire administratif
de la centrale, il est en plus du SYNEFST. SYNEFST qui est affilié à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Le porte-parole de la synergie, c'est Ousmane Almoudou. Il est mon deuxième adjoint au niveau de la centrale. Pour vous dire que nous nous sommes battus ensemble. Mais le ministre de la Défense actuel, en ce moment, il n'y avait pas de gouvernement après le coup d'État. C'était le CNSP qui a appelé les enseignants. Le premier jour qu'ils nous ont reçus, on leur a dit appelez la synergie, appelez les magistrats, appelez les administrateurs civils. J'étais ce jour-là, nous étions 3 centrales syndicales. La CDTM, la CSTM et la CMT. On leur a dit nous ne sommes pas les seuls syndicats. Il faut appeler ces syndicats de branche aussi parce qu'il y a des problèmes. Ils ont appelé la synergie. Ils ont négocié avec eux. Et ils leur ont dit, nous allons appliquer l'article 39, mais nous allons unifier la grille. Parce que vous n'êtes pas les seuls travailleurs de l'État. Il y a la majorité des fonctionnaires. Et la synergie était d'accord avec. Dans cette salle, il y a des gens qui étaient présents, qui étaient parmi les négociateurs. Première chose. Deuxième chose, on a fait des propositions. La grille unifiée, parlons-en. À la date d'aujourd'hui, si vous prenez l'impact par rapport aux enseignants, il n'y a pas moins de 16 milliards. Il n'y a pas moins de 16 milliards qui interviennent pour payer aux enseignants leurs droits. Parce que l'article 39 ne prenait pas tout le monde en charge aussi. Hein? Et vous le savez mieux que moi, il y a une catégorie qu'on appelle la catégorie B2. Elle était pratiquement exclue du champ de l'application de l'article 39. Et la grille unifiée prend en charge cette catégorie. On a procédé à des corrections, c'est une œuvre humaine. Elle est entachée d'erreurs. Il y a eu des erreurs lorsqu'on a fait la transposition. On a corrigé. Il y a un impact. Je ne connais pas le montant exact, mais c'est à coût de milliards aussi. Et encore, le gouvernement a proposé des primes et indemnités qui vont à peu près à 9 milliards dans son hypothèse basse, qui vont venir s'ajouter aux 12 ou 16 milliards par rapport à la grille unifiée. Voilà des propositions concrètes que le gouvernement a eu à faire. Moi, j'étais avec des secrétaires généraux quand le Premier ministre Boubou Cissé, à l'époque, nous a conviés. Aucun des syndicats, des secrétaires généraux des syndicats, n'était d'accord avec les enseignants pour dire que l'article 39 ne peut pas être appliqué. Certains ont dit, même 3 gouvernements après IBK ne pourront pas appliquer l'article 39. Mais les militaires, ils leur ont dit, la dernière rencontre avec la synergie, le ministre de la Défense a tenu à être là et il leur a dit, regardez-moi dans les yeux, voilà ce qui s'est passé entre nous. Personne ne l'a contesté. Nous, syndicalistes, nous avons déposé un cahier de doléances sur la table du gouvernement, 44 points. Le premier point portait sur la révision de la grille salariale. L'indice de base, c'était 400 francs CFA. On a demandé 200% d'augmentation. Aujourd'hui, avec la grille unifiée, on est à peu près à 180-185%. On n'a pas atteint les 200%. Et nous sommes avec les fonctionnaires de tous les secteurs. Nous avons dit, pour que l'opinion ne se retourne pas contre les enseignants, glorifions-nous du fait que c'est sur la base de la grille des enseignants qu'on a unifié, qu'on a ramené les autres. C'est une victoire pour les enseignants. On n'a pas inventé une autre grille, hein. C'est la grille des enseignants qui a permis de point de repère pour unifier la base. Ça, c'est quelque chose, c'est important. Deuxièmement, nous sommes arrivés à la date des examens. Nous sommes arrivés là. C'était en fin juin. Fin juin. Les examens étaient déjà là. Tout était préparé, c'était prévu. Je leur ai dit ce matin, je vous ai rendu service parce que si on n'avait pas fait ces examens-là, aujourd'hui nous serions lynchés par les parents d'élèves et la population.
C'est pour ça que j'ai dit, nous vous remercions. Ce n'est pas que vous devrez être opposés aux enseignants du public, non. Vous avez respecté la loi, le doyen l'a dit. C'est son devoir d'assurer la surveillance des examens. Il n'a pas le droit de boycotter des examens. Ceux qui l'ont fait n'en ont pas le droit. Maintenant, si vous me dites ceux qui ont boycotté, aucune sanction n'a été prise à leur endroit. Nous l'avons fait, nous n'avons reçu aucune récompense. Ça, c'est autre chose. Je suis vraiment désolée que la lettre de félicitations ne soit pas parvenue. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Nous sommes des humains. Peut-être c'est tellement à force de penser à vous que finalement on a oublié. Parce que la nature humaine aussi est comme ça. Il nous arrive, dans nos familles, d'oublier ceux qui sont très proches de nous et de satisfaire ceux qui sont loin. Ce n'est pas par mépris ou par négligence, hein. C'est juste parce que la personne est tellement proche de vous que vous la confondez avec vous-même. Ça peut arriver. Et il n'y a pas d'autres explications à dire que non, Mariam, ce n'est pas ça. Et le gouvernement est prêt à recevoir la synergie. Le président de la transition nous a instruit, ministre de l'administration territoriale, ministre du travail et de la fonction publique, ministre des finances, ministre de l'éducation, d'ouvrir encore les négociations et d'appeler la synergie pour leur faire des propositions. Et les propositions sont là, nous allons les faire. On ne veut aller à la rentrée en laissant personne, en laissant qui que ce soit en dehors. Nous voulons une rentrée inclusive pour le bonheur de notre nation. Mais si vous n'aviez pas surveillé les examens ou si vous n'aviez pas corrigé les examens, aujourd'hui, nous serons tous dans le même bateau. Merci pour votre accompagnement et votre compréhension. Vous avez été tout simplement des légalistes. Maintenant, les problèmes. Je ne sais pas, Mariam, si c'est permis qu'un inspecteur du travail soit dans vos établissements. L'assainissement, les enseignants même m'ont surnommé ministre Tachiro. Je suis ministre assainissement aussi. Même ce matin, j'ai trimballé tout mon cabinet. On fait le tour du département pour voir là où c'est propre, là où c'est sale pour assainir. J'ai même menacé la dame qui fait à la cantine ici de la vider de la cour si je trouve des débris de charbon parce que c'est du n'importe quoi. Et on veut quand même assainir l'environnement et ça doit commencer par l'école. Même nous, même vous, vous avez balayé les classes. Mais pendant les examens, quand je me promenais de centre en centre, je vous assure que je me demandais comment on a les surveillants, vous tous, hein, surveillants, enseignants, élèves, vous enjambiez les saletés pour aller vous asseoir dans la classe pour passer les examens. J'ai fait la remarque dans les centres où j'ai vu ça. J'ai dit quand même, le matin, la moindre des choses, prenez ne serait-ce que 2 candidats par jour qui balaient, que chaque 2 candidats balaient devant leur classe avant de commencer les examens. Et c'est un acte de civisme, tout simplement. L'assainissement, c'est vraiment, c'est pas que c'est féminin, c'est vraiment une bonne chose. L'école commence par là. Les inspecteurs du travail, je ne sais pas. Par rapport à l'INPS et à l'AMO, cahier des charges. Bon, là, je ne sais pas quoi dire parce que moi-même, je suis de la sécurité sociale. Je vous l'avais dit la première fois. Moi, il m'est arrivé d'aller saisir les subventions des promoteurs au trésor pour prendre l'argent, les cotisations qui revenaient à l'INPS et à la CANAM. Je l'ai fait plus d'une fois. Et je pense que comme il a proposé, retenir les salaires, retenir les cotisations sociales à la base, nous allons l'intégrer. C'est une très bonne proposition, Segal. On ne peut pas penser à tout en même temps. Comme il l'a dit, depuis mon arrivée ici, je me battais tous les jours avec le ministre des Finances. En tout cas, doyen, 80% des frais scolaires ont été payés. Si vous n'ont pas payé, il faut aller leur demander. 80% ont été payés. Il y avait la moitié, le dernier trimestre de l'année 2019-2020 qui n'était pas payé. Et pendant toute l'année 2021, jusqu'en juin, rien n'avait été payé sur les frais scolaires. Mais vraiment, il y a eu des efforts qui ont été faits. Parce que j'ai fait chanter un peu aussi
les autorités en leur disant si vous ne payez pas les frais scolaires, pour que les promoteurs payent leurs enseignants, les enseignants ne viendront pas à la surveillance ni à la correction des épreuves. Donc on s'est servi de ça et je crois que beaucoup quand même a été fait. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Donc vraiment, je suis désolée que vous retrouviez, parce que l'INPES, c'est pour vos droits, c'est votre couverture sociale. La CANAM, c'est votre santé. Et si les cotisations ne sont pas là, ces structures suspendent tout. Les allocations familiales, la pension de retraite, souvent même les réparations d'accidents du travail. Il y a même des rentiers parmi les bénéficiaires, parmi les assurés. Et l'AMO, c'est la maladie. Si l'employeur ne paye pas les cotisations, on ferme les carrières, on ferme tout simplement, les droits. Et ça, c'est préjudiciable. Pour être serein et être zen, il faut que ces choses-là, c'est vital, il faut que ce soit assuré. Quand ce n'est pas assuré, ce n'est pas une bonne chose. Je saute sur la convention collective. Personne ne fera ça à votre place. Il y avait tellement de conventions collectives à l'époque. Il n'y avait pas ces multiples syndicats, mais chaque corporation avait sa convention collective. Chose qu'on a abandonnée au Mali. Tout le monde veut se retrouver en syndicat libre, en syndicat autonome, mais de côté, on a mis les conventions collectives. Les conventions collectives, c'est ça qui permet de régler les problèmes. Et les tripartites, il n'y a pas que vous et votre employeur, mais il y a l'État aussi. Si vous faites un accord de ce genre-là, employeur, employé, État, il y a de fortes chances que les choses marchent. Aujourd'hui, en République du Mali, la loi interdit qu'on paye quelqu'un en dessous du SMIC, mais c'est parce que vous n'avez pas de convention collective. Si c'était mentionné dans la convention collective, je crois que l'employeur réfléchira par 2 fois avant de le faire. C'est quand même inhumain de faire participer quelqu'un, il enseigne pendant 1 mois et qu'on lui donne 25 000 ou 30 000 francs. C'est vrai, il y a la crise de l'emploi. Si vous le refusez, il y a d'autres qui sont prêts à le prendre. Mais s'il y a déjà un acte qui vous lie avec l'employeur, qui a force de loi, je crois que ça va minimiser en tout cas, parce que vous ne pouvez pas revendiquer et que le fait que vous revendiquez soit la cause pour qu'on vous renvoie de l'entreprise. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de cas comme ça. Ce n'est pas seulement dans le secteur de l'enseignement. Aujourd'hui, malheureusement, je le dis, les Chinois sont là en train de faire de n'importe quoi au Mali. Ils recrutent 200, 300 personnes. Il suffit que les gens se lèvent pour dire, bon, on se constitue en syndicat où on réclame nos droits. Ils renvoient tout le monde. En ce moment, ça trouve qu'il y a un rang qui va jusqu'à Koulikoro devant leur porte. Ils ferment la porte aux travailleurs, ils ouvrent la porte à d'autres. C'est partout. Malheureusement, c'est ça. Donc, vraiment, par rapport à tous les autres aspects, je crois que c'est des aspects, c'est ce que nous attendions, des propositions et des suggestions. Les écoles privées, il faut là aussi prendre le taureau par les cornes. On le décrit partout, à tout moment. Mais que faire? Seul le ministère de l'Éducation ne peut pas. C'est avec vous, les acteurs, tous les acteurs de l'école. Le vendredi, quand on a reçu la société civile, les promoteurs étaient là. On leur a dit ce qu'on pensait. Fort heureusement, comme le directeur de la CPS l'a dit tout à l'heure, nous avons quand même le cahier des charges qui n'a pas été validé, mais qui est quand même en phase de finalisation. Si vous avez des observations, c'est le lieu de les faire parvenir pour qu'on les intègre. C'est possible, non? C'est possible, CPS, c'est possible. Voilà. Parce que comme il a dit, l'hygiène, excusez-moi, comme il a dit, nous ne connaissons pas aussi tous les syndicats. Il y a des syndicats qui ont pignon sur rue, il y a d'autres, on ne connaît pas tout le monde. Mais on a essayé quand même, avec l'expertise des enseignants qui sont là, de retrouver quand même la majorité des syndicats d'enseignants. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un nouveau syndicat qui a été créé. Est-ce que lui, on l'a même convié? On ne sait pas. Parce que pour le reconnaître aussi et le convier, il faut qu'il ait son certificat de conformité et tout ça. On ne peut pas être créé aujourd'hui seulement et qu'on soit reconnu. Je l'ai appris à mes dépens. J'ai mis au moins 2 ans afin qu'on puisse reconnaître la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Donc, pour vous dire que les enseignants du public ne peuvent pas être laissés de côté
Et j'ai eu le sentiment que vous pensez qu'on se sert de vous contre eux. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que il faut bien que quelqu'un reste dans la légalité. Il faut bien que quelqu'un fasse le travail. Vous l'avez fait à la Baoussara. Maintenant, vraiment par rapport à la situation des privés, on va essayer de voir tout ce qu'on peut faire. On va essayer de le faire. Mais très souvent, il ne faut pas faire comme ma nièce là. Son mari l'a battue. J'ai fait enfermer son mari. Elle est venue me supplier pour le libérer. Lorsque nous allons sévir avec vos promoteurs, il ne faut pas que vous-même vous veniez derrière pour dire « Ah, c'est bon ». Ils ont dit devant tout le monde. Hein. Parce que, en tout cas, pour certains promoteurs, on va leur réserver des drôles de surprises. Même, indépendamment des Médersa, même les problèmes que nous avons eus par rapport à l'organisation des examens cette année, notamment le baccalauréat, c'est des privés qui nous ont créé ces problèmes-là. Vous voyez, tout le monde n'est pas mauvais, mais tout le monde n'est pas bon. Malheureusement, même s'il y a une mauvaise graine, ça contamine tout le reste. Donc nous ferons tout, en tout cas ce qu'on peut faire. Et nous sommes, n'oubliez pas que nous sommes dans une période exceptionnelle de transition où nous avons cette opportunité de tout casser pour repartir sur de nouvelles bases. Et il y a les assises nationales de la refondation. Le 12e thème est consacré uniquement à l'éducation. Et je suis sûr que de par là où vous êtes, il y a des gens quand même qui ont voix au chapitre et qui vont participer à ces assises-là. Ça va s'organiser de la base vers le sommet. Il ne faut pas dire il y a les assises locales là-bas, je ne participe pas, ce n'est pas mon problème. Si vous le dites, ce n'est pas au sommet que vous allez pouvoir faire intégrer vos observations. Donc il faut que ce soit clair pour tout le monde. Bon, les Médersa, les arabophones, comme il le dit, c'est un secteur qui a ses particularités, que nous sommes quand même en train de... Vraiment, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et je pense que, Inch'Allah, petit à petit, ça va venir. Voilà. Donc, le dernier intervenant, c'est... Oui, qui a fait plusieurs propositions. On va vraiment, l'État s'investisse, le respect de la réglementation en vigueur, la retenue à la source, l'adoption de la convention collective, d'une direction nationale de l'enseignement privé. Bon, tout ça, vraiment, c'est des propositions. On va les intégrer, on va les analyser et on pense que ce n'est pas la dernière rencontre, mais de grâce, vous nous donnez l'impression de dire que si les enseignants du public ne viennent pas à la rentrée, vous ne venez pas aussi. Ah, d'accord. 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 C'est égal. Souvent, moi, je ne percute pas bien, quoi. Donc, ils ont... On compte beaucoup sur vous. On va discuter avec vos collègues du privé et du public. On va continuer avec vous aussi. Pour toute forme de concertation, il faut que nous sauvions l'école malienne. Il faut qu'on je crois que sur ce soir, quand même, on a prévu une fatia. Je crois qu'on a la chance. Le doyen est là, l'imam est là. Oustaz, aïe. Mais avant qu'il